Bien, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de cette très belle journée de leur invitation. Je suis très ravi et content vraiment d'être dans cette belle ville de Dinan et d'être ici pour vous parler de ce sujet, la prévention du suicide en établissement de santé. Michel a commencé à en parler, on va développer ça. Et c'est un sujet qui a donné lieu, ou qui est en train de donner lieu en fait, à des recommandations du GEPS. Donc vous avez compris, le GEPS, c'est la Société francophone de suicidologie, créée en 1969. Et ces recommandations devraient sortir au tout début de l'année 2026. Donc c'est en avant-première, vous saurez, on va détailler tout cela. Alors c'est encore en travail. Alors c'est mon seul lien d'intérêt, c'est que je vais vous présenter un sujet sur lequel j'ai travaillé directement, donc j'y crois. Mais vous allez être évidemment les bienvenus pour commenter tout cela. On va laisser vraiment, on va essayer, parce que j'ai tendance un peu à beaucoup parler et à faire beaucoup de digressions, donc je vais essayer de me contenir, mais on va essayer de garder du temps à la fin pour les questions, pour échanger. Alors évidemment, le suicide à l'hôpital, avant de parler des recommandations, il y a un certain nombre de choses qu'il faut discuter. D'abord rappeler ce que vous savez évidemment, qui est le suicide à l'hôpital, c'est une triple onde de choc pour l'entourage, mais aussi pour les co-patients, ceux qui sont hospitalisés en même temps, et pour les soignants. Alors Michel a donné les chiffres, il varie un petit peu selon les études. Moi je dirais entre 15 et 30 personnes directement impactées, parce que dans le directement impacté, il n'y a pas que l'entourage, il y a aussi la personne qui va découvrir le corps. Ça peut être un autre patient, ça peut être un soignant. Les suicides sont décrits comme, ou les annonces de suicide, ou les découvertes de suicide comme un tsunami, un cataclysme, une bombe. Ça crée des troubles de deuil prolongés chez les apparentés de premier degré. Au moins 20% des gens continuent à être extrêmement handicapés plus d'un an, ou plus de 10 ans, après le décès. Il y a un risque de dépression, d'idées suicidaires, de faible qualité de vie, voire de suicide. C'est un risque statistique, évidemment. La plupart des gens ne mourront pas de suicide. Et c'est ici, dans ce cas particulier, un choc particulier, puisque les patients peuvent avoir été hospitalisés pour les mettre à l'abri d'eux-mêmes. Et puis on va appeler l'entourage pour dire que finalement ils sont suicidés à l'hôpital. C'est totalement incompréhensible. Concernant les co-patients, il y a très peu d'études. Bon, on sait, quand on travaille à l'hôpital, que des liens se créent entre les patients. Donc il y a un risque potentiel pour les survivants d'aggravation des symptômes, de stress, de trauma. Et puis ce risque qui est faible mais qui est réel, de clusterisation. Alors, je fais une parenthèse, je suis désolé, je vais quand même la faire, parce que ce terme de contagion suicidaire, que vous voyez partout, que vous allez voir encore plus, est vraiment problématique. Pour 3 raisons. Premièrement, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, c'est embêtant quand même de faire la promotion de quelque chose dont... Contagion suicidaire, c'est quoi ? Contagion bactérienne virale, on a une idée. Mais contagion suicidaire, on ne sait pas de quoi on parle. Deuxièmement, quand on fait la prévention, on ne fait jamais la prévention d'un seul mécanisme. On va viser une population, on va viser différents mécanismes, mais pas un seul. Et puis, troisièmement, c'est un terme qui est très stigmatisant. Et les personnes endeuillées du suicide le disent. Et leur expérience, je vous rappelle qu'une personne endeuillée de suicide, c'est de perdre des amis et de la famille, des gens qui ne leur parlent plus. Et quand on leur dit le suicide, ça peut être contagieux, la question c'est est-ce que moi je suis contagieux ? Vous voyez, c'est pas rien. Il faut faire attention dans la prévention du suicide. Il y a des termes qu'on peut employer entre nous, entre professionnels, entre chercheurs. Mais quand on parle au grand public, il faut être vigilant. Nous n'avons pas besoin de ce terme de contagion suicidaire. Alors, à la place, on peut utiliser un terme qui n'est pas très joli, qui est de clusterisation, qui décrit un phénomène. C'est que parfois, après un suicide, il peut y en avoir d'autres. Si c'est dans le même lieu et sur une courte période, ça s'appelle une clusterisation temporo-spatiale. C'est ce qui arrive à l'hôpital, en prison. D'accord ? Si c'est un effet médiatique, j'ai appris le suicide d'une célébrité, ça précipite certaines personnes en état de fragilité vers le suicide. C'est une clusterisation temporelle. Et puis, si c'est un hotspot, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux au cours des années, mais toujours le même lieu, c'est une clusterisation spatiale. Vous voyez, vous avez 3 types de clusterisation qui probablement répondent à des mécanismes différents. Je n'ai pas besoin d'employer le terme de contagion à aucun moment. Il faut faire de la prévention de la clusterisation temporo-spatiale à l'hôpital. Je dirai un mot des hotspots tout à l'heure. Je reviens sur ma diapositive, je referme ma première parenthèse, pour parler des soignants. Les soignants sont très impactés par le suicide de leurs patients. Il y a une étude chez les psychiatres qui montrait que presque 90% des psychiatres français avaient vécu le suicide de leurs patients, et l'avaient vécu parfois extrêmement douloureusement, avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de tristesse, comme un choc. Pour certains, développant même une forme d'état de stress post-traumatique, et certains se demandant s'il ne faudrait pas arrêter même le métier.
Et ce choc est d'autant plus important que les soignants sont jeunes. Donc il faut être très très vigilant. Et dans le cas des suicides en établissement, un des grands risques, c'est la désorganisation totale des suicides, ça, c'est des services à la suite d'un suicide. Ça c'est vu, des gens qui partent, des gens qui sont totalement désinvestis, des vieilles histoires qui reviennent, qui ressortent. Donc vous voyez, le suicide en établissement, c'est une déflagration avec beaucoup de risques. Ça veut pas dire que ça se passe toujours comme ça, mais il faut être vigilant avec ça. Michel en a déjà parlé. On a des chiffres en France depuis 2022 avec ce rapport de la HAS. Je vais passer donc rapidement. Juste pour souligner que c'est un rapport qui portait sur les données entre 2017 et 2021, donc incluant la période du confinement du Covid, où il y a eu moins d'hospitalisations et moins de suicides. Donc c'est probablement des chiffres qui sont sous-estimés aussi pour ça, en plus du fait que les déclarations ne sont pas très bien faites. Il faut vraiment faire un effort là-dessus. Donc les chiffres qui sont donnés par la HAS sont des chiffres sous-estimés probablement par rapport à la réalité. Mais comme l'a dit Michel, c'est aujourd'hui le premier motif de déclaration d'événements indésirables graves liés aux soins, 20% des cas. Donc ça représenterait, si on essaye de prendre en compte cette sous-estimation dont je parle, à peu près entre 1 et 5%, plutôt 5% de l'ensemble des suicides. 5% de l'ensemble des suicides en France auraient lieu dans un établissement sanitaire ou médico-social. L'AHS nous dit que les suicides en établissement, dans 80% des cas, c'est dans le monde sanitaire. Et comme vous le voyez sur la diapositive, c'est beaucoup la psychiatrie, mais ça n'est pas que la psychiatrie. Il ne faudrait pas croire que c'est juste un problème de psychiatrie. Ça arrive aussi en service MCO, d'accord, médecine, chirurgie. Et puis 15% le médico-social, essentiellement les EHPAD. Alors la HAS nous dit aussi dans l'analyse des causes profondes que quand on analyse donc ces cas, un certain nombre de problèmes sont identifiés qui pourraient être à l'origine de ce suicide ou avoir facilité le suicide. Il y a des questions relatives au personnel soignant, par exemple le fait de ne pas faire d'évaluation du risque suicidaire, de manquer de culture psychiatrique. Donc là, on est vous voyez, dans les services de MCO, on ne sait pas faire avec les patients qui souffrent de maladies psychiatriques. Il y a le problème de la surcharge de travail qui ne permet pas forcément une interaction adéquate. Il y a, deuxièmement, la question du défaut de sécurisation physique, donc un immobilier qui peut être dangereux, ou le fait que le patient avait en sa possession des objets dangereux qu'il a pu utiliser contre lui-même. On va revenir là-dessus, c'est vraiment dans les recommandations, ça inclut cela. Troisièmement, une question relative à l'organisation du service. Il n'y a pas de protocole, il y a un manque de personnel, il n'y a pas d'accès facile à un avis psychiatrique, encore une fois en MCO. Quatrième catégorie de problèmes constatés, le défaut de communication, le défaut de transmission entre les équipes ou avec la famille ou entre établissements quand les patients changent d'établissement. Et vous voyez, qu'en tout dernier, les questions relatives aux patients. Dans l'ensemble des cas de suicide qui ont été analysés en France, eh bien, on considère que le refus de prise en charge du patient ou l'isolement social du patient a pu contribuer parfois, mais ça vient après tout le reste. Et tout ça, vous allez voir, ça apparaît dans les recommandations du GEPS. Le taux de suicide en psychiatrie, il est très élevé. Ce n'est pas un problème que français, c'est reconnu. Vous avez ici une méta-analyse. Vous savez, une méta-analyse, c'est qu'on a pris les résultats de plusieurs études pour les analyser ensemble et qui montre qu'en moyenne, sur la base des études publiées, le taux de suicide en psychiatrie est de 147 pour 100 000 patients par an. Donc c'est énorme, c'est 10 fois plus les taux en population générale. Il y a 2 endroits où les taux de suicide sont monstrueux, en France et ailleurs. C'est l'hôpital psychiatrique, notamment l'hôpital psychiatrique, et la prison. Donc les 2 lieux de privation de liberté. Alors, on ne fait pas que de la privation de liberté en hôpital psychiatrique, mais on en fait beaucoup. Et ces 2 lieux de concentration d'énormes souffrances sont des lieux de surrisque suicidaire. Ça représente, dans cette étude, un suicide toutes les 676 admissions. Et c'est en augmentation. C'est un chiffre très important et en même temps c'est un chiffre très rare, comme toujours avec le suicide. On est dans ce paradoxe que c'est trop, parce que ce sont des morts évitables. Alors évidemment on peut dire on ne peut pas éviter tous les suicides,
Et je ne suis pas du tout, moi, pour l'idée d'une prévention du suicide qui serait zéro suicide. Vous voyez, des campagnes zéro suicide. C'est très culpabilisant quand ça ne marche pas. Mais on peut sauver plein de vies, c'est ça qu'il faut dire. On peut sauver plein de vies. Et vous allez voir, à l'hôpital, il y a plein de choses qu'on peut faire pour sauver bien plus de vies. Donc il faut se donner du mal pour ça. Oui, je ne sais plus ce que je disais. Je suis parti sur autre chose, mais oui, il faut se donner du mal. Mais oui, ce que je disais, c'était le paradoxe du suicide. Donc c'est rare et c'est trop fréquent. Voilà, c'est toujours cette complexité. Et le fait que ce soit rare a un certain nombre de conséquences dont on va rediscuter tout à l'heure. Hein. Notamment le fait que ce soit difficile de se rendre compte qu'il y a un problème, là, vous voyez, même quand on est au milieu. Parce que ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Alors, le suicide à l'hôpital, ce n'est pas que durant l'hospitalisation. Il y a un très fort risque à la sortie d'hospitalisation, notamment dans les 3 premiers mois, mais ça reste significatif dans les 12 mois qui suivent la sortie d'hospitalisation. Il y a un pic très très important de suicide, qui est reconnu partout, que montre cette très grande méta-analyse publiée il y a quelques années, de 100 études longitudinales, vous voyez, qui a porté sur quasiment 18 000 suicides, un risque très important dans les 3 mois qui suivent la sortie, et un petit sur-risque si les personnes avaient été hospitalisées pour risque suicidaire ou après une tentative de suicide. Attention, le problème de l'hospitalisation ne se réduit pas à la période qui va de l'entrée dans le service au moment où on remet les papiers de sortie. Il faut absolument considérer que l'hospitalisation, ça déborde cette période de plusieurs semaines. Et la prise en charge hospitalière doit inclure la réflexion sur le post-hospitalisation immédiat. Sinon, on n'a pas fait notre travail complètement. Et c'est dommage. Cette période post-hospitalisation est très intéressante parce que dans cette étude britannique, ce qu'on a regardé, c'était les gens qui étaient décédés en post-hospitalisation, pas que psychiatrique. Et ce qu'il nous dit, c'est que la plupart des gens qui meurent en post-hospitalisation, en fait, ils ne meurent pas à la sortie de l'hospitalisation psychiatrique. Plus souvent, ils meurent à la sortie de MCO, de médecine et de chirurgie. Vous voyez, on s'est concentré sur la sortie de l'hospitalisation psychiatrique, pour de bonnes raisons, parce que la maladie mentale est un facteur de risque majeur qui écrase tout en termes de puissance statistique. Mais la sortie de services de MCO conduit dans un grand nombre de cas, trop souvent encore, à des cas de suicide, et plus souvent d'ailleurs qu'après une sortie d'hospitalisation psychiatrique. Vous voyez, c'est une manière de regarder qui interpelle. Et ce que nous dit l'étude, c'est que le plus souvent, ces gens n'avaient pas eu une évaluation psychiatrique pendant leur hospitalisation. Vous voyez, il y a eu un moment manqué qui aurait pu éventuellement peut-être infléchir le résultat. Alors, toutes ces études, elles ont permis d'identifier des conditions ou des facteurs de risque favorables, mais ce sont des facteurs de risque statistiques. On sait que les moyens suicidaires les plus fréquents, c'est la pendaison, la strangulation et le saut d'une hauteur. Les facteurs de risque individuels, c'est une histoire personnelle de tentative de suicide, facteur de risque classique, pas propre au suicide en hospitalisation. La maladie mentale et les maladies physiques, notamment douloureuses, les cancers, les maladies neurologiques, les annonces d'une maladie grave, les annonces d'une démence. Période particulièrement en risque. Il y a des périodes sensibles, le début de l'hospitalisation, la sortie, on l'a dit, mais aussi les permissions et les fugues. Donc, on va voir dans les recommandations, préparer les permissions. C'est pas juste, il va mieux, super, formidable, passer un bon week-end. Ça se prépare une permission. C'est thérapeutique, la permission. C'est un essai qui peut mal se passer. Et puis, les problèmes institutionnels, un personnel réduit, la nuit, le week-end, les mauvaises transmissions à l'intérieur des équipes, beaucoup de cas comme ça qui avaient été identifiés par quelqu'un, mais l'information n'a pas suivi malheureusement, des défauts de soins, un manque de temps, un manque d'empathie, parfois tout combiné, et des sorties non programmées à la demande du patient ou un peu poussées par l'institution qui a besoin de lit. Vous voyez, et ça, c'est des sorties qui sont extrêmement sensibles. Alors, c'est pas parce que le patient refuse d'être hospitalisé et qu'il va sortir contre avis médical qu'il faut l'abandonner totalement. C'est important de rappeler ça. Alors, avant de vous parler de la prévention du suicide en établissement, il faut quand même se demander, parce que ça va concerner évidemment beaucoup de gens qui sont à risque suicidaire, est-ce que l'hospitalisation est un bon moyen de prendre en charge les personnes suicidaires ? Vous voyez, on est en amont même de la prévention à l'hôpital. Peut-être que la première prévention, c'est se dire, est-ce que tout le monde est vraiment éligible pour être
ou bon candidat pour être hospitalisé. Et quand on regarde la littérature scientifique, on a des raisons d'en douter. Il y a très peu d'études, mais très très peu, la grande majorité d'études n'ont pas montré d'association entre hospitalisation et réduction du risque suicidaire. Alors, vous savez que le niveau de preuve supérieur en sciences est l'essai randomisé contrôlé. C'est-à-dire on contrôle sur les biais. Alors ça, c'est difficile à faire. Ceci dit, ça a été fait dans quelques petites études où on ne trouvait pas de différence entre le fait d'hospitaliser une personne après une tentative de suicide ou pas. Petites études, peut-être qu'il n'y avait pas assez de puissance statistique, comme on dit. D'accord ? Donc il y a surtout des études d'association. Alors quand on regarde les études d'association, on a tendance à voir que les personnes qui sont hospitalisées se suicident plus. Alors là, on a l'argument qui est de dire oui, mais ceux qu'on a hospitalisés, c'était plus grave. D'accord. Mais quand même, si on les hospitalise, c'est pour réduire ce risque. Et l'hospitalisation, clairement, ne réduit pas le risque suicidaire à un niveau de patients non hospitalisés, dont certains souffrent aussi de pathologies mentales, hein, bien sûr. Il y a des études observationnelles en population. En Finlande, ils ont désinstitutionnalisé de manière massive. Et ils l'ont en même temps réorganisé par municipalités, qui sont des grandes régions, si vous voulez. Et chacune a organisé les choses différemment. C'est très intéressant, une variabilité. Eh bien, les municipalités où il y a le meilleur ratio entre l'ambulatoire, le plus haut ratio entre l'ambulatoire et l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ambulatoire que d'hospitalisation complète, sont les municipalités avec moins de suicides. Il n'y a pas de corrélation avec le nombre de lits d'hospitalisation. Vous voyez, c'est toute une série d'arguments qui nous font penser que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait organiser la prévention du suicide. Ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, l'hospitalisation soit toujours un problème ou ne soit jamais efficace. Bien sûr, il y a plein de cas où l'hospitalisation est nécessaire. Mais nous avons beaucoup recours en France à l'hospitalisation comme une espèce de gold standard qu'il n'est pas, parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques de ça. Alors évidemment, parfois aussi, on a recours à l'hospitalisation parce qu'on n'a pas d'alternative, hein, soyons clairs. Donc, idéalement, il faudrait développer des alternatives. Il y a des prises en charge ambulatoires, mobiles, en hôpitaux de jour, en centres de crise, qui semblent tout aussi efficaces d'une hospitalisation complète. Et puis, gardez en tête un dernier point, je vais passer ensuite à autre chose, mais l'hospitalisation, quand on interroge les patients, et beaucoup d'études l'ont fait, ça peut être extrêmement problématique. Pas chez tous les patients, et des patients qui ont vraiment bénéficié, qui ont profité de l'hospitalisation. Mais il y a beaucoup de patients qui disent « mais j'ai été stigmatisé, j'ai eu peur, je me suis senti humilié, je me suis senti infantilisé, j'ai perdu mon autonomie, j'ai été isolé ». Le risque suicidaire, c'est la rupture du lien social, et puis nous, on les hospitalise pour qu'ils aillent mieux, et on les isole encore plus, et en plus, on leur colle vous voyez, un truc sur le front, voilà, a été hospitalisé en psychiatrie. Et on les met dehors, et après suicide. Donc il faut que nous pensions, si vous voulez, au niveau des territoires, à l'organisation de la prévention du suicide avec des structures qui soient alternatives à l'hospitalisation, pour que lorsque les patients se présentent aux urgences, les soignants, les médecins puissent les orienter vers des prises en charge qui seraient éventuellement beaucoup moins stigmatisantes et beaucoup plus adaptées. Et trois points supplémentaires avant de vous parler des recommandations qui sont essentielles pour comprendre ces recommandations. Le premier, c'est que, statistiquement, si on prend des gros groupes, le risque suicidaire est augmenté chez tous les patients hospitalisés. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a cette tendance à dire « mais moi, dans mon service, je repère les gens qui sont les plus à risque et je vais les mettre dans des chambres sécurisées ». C'est une connerie. Ça ne veut pas dire que des fois ça ne marche pas, hein, je ne dis pas. Mais la plupart des gens qui meurent à l'hôpital n'avaient pas été identifiés à risque. C'est lié notamment au deuxième point. La crise suicidaire est un état fluctuant et temporaire. Ça bouge, ça fluctue. Il y a des jours avec et des jours sans, et des matinées avec et des soirées sans, ou l'inverse. Et puis, il peut y avoir un acte suicidaire. C'est une minorité de cas. La plus grande majorité des gens avec une crise suicidaire ne passeront pas à l'acte. Le taux de transition chez les adultes, donné du baromètre santé en France, il est de moins de 10%. Il y a moins de 10% des gens qui disent avoir des idées suicidaires qui sont passés à l'acte. La plupart des gens ne passeront pas à l'acte. C'est un acte rare parmi la crise suicidaire et totalement imprévisible. C'est pas systématique. L'aggravation peut être très brutale. Vous avez vu le patient la veille, il va très bien. Et puis, entre-temps, il reçoit un petit coup de fil.
le copain qui dit, ou la copine qui dit on se sépare. Vous savez, c'est la séparation pendant l'hospitalisation, on profite à l'hôpital. Et la personne passe à l'acte. Même s'il y a des soignants, bienveillants, même s'ils sont très disponibles. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien dans la tête de la personne, il n'y a plus que ce moyen. C'est la fin, c'est trop douloureux. Personne ne peut me comprendre. Ça va justifier un certain nombre de recommandations, et notamment les recommandations les plus importantes sur lesquelles j'insisterai. Et donc, comme je l'ai dit, on ne sait pas prédire le suicide au niveau individuel. Plein d'études le montrent. La valeur prédictive positive de la plupart des variables que nous avons sont très très faibles. C'est quoi la valeur prédictive positive? C'est si vous avez cette variable, quel est le risque que le suicide arrive? La plupart du temps, c'est moins de 1%. D'accord? Donc, pourtant, nous allons baser notre décision thérapeutique, par exemple une hospitalisation, sur cette prédiction. Nous faisons le pari que cette personne que nous avons en face de nous est à haut risque suicidaire, ce qui justifie une hospitalisation. Or, non seulement on ne sait pas prédire ce risque, mais en plus, on va proposer un traitement, comme je l'ai dit, qui est très incertain en termes de prévention du suicide. Ça, c'est notre quotidien. On travaille sur du mou, là, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. En fait, il y a plein de choses à faire, c'est juste qu'il faut le remettre un peu les choses dans l'ordre. On va voir ça. Alors voilà les 10 recommandations, elles sont encore provisoires, comme je vous l'ai dit. Elles sont en train d'être revues par un groupe de lecture, et on va revoir toutes les conclusions du groupe de lecture d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire les 2 prochaines semaines, en plein pendant les vacances. Mais on va essayer de sortir ça rapidement. Ça vient totalement en synergie, je voudrais dire, avec la DGOS qui avait lancé parallèlement toute une série d'actions. Vous voyez l'action numéro 4 qui est améliorer la prévention du risque suicidaire, avec 4 actions. Le premier qui nous concerne totalement, qui est aider les établissements à sécuriser l'environnement. Et donc, il y a un groupe de travail dont j'ai fait partie qui a développé un outil d'audit de la sécurité physique, de l'environnement physique. Mais il y a 3 autres groupes. Un qui va travailler sur le repérage du risque suicidaire. Un deuxième sur un troisième sur justement l'aspect de postvention, et le 4e sur les questions de déclaration systématique. Alors tout ça apparaît aussi dans les recommandations. Je vous rappelle que c'est aussi, ça apparaît dans 3 critères de certification HAS. Bon, alors il faut les chercher un petit peu, mais il y a un critère 1, 3, 10 qui évoque le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Il y a le critère 2, 1, 10 qui est spécifique à la santé mentale et à la psychiatrie, qui parle de l'accès aux soins et l'organisation et le suivi. Et voilà. Donc il devrait y avoir des plans de prévention partagés incluant le risque suicidaire, je voulais souligner. Et puis, voilà un critère 2, 1, 11 qui, lui, est explicitement sur la prévention du passage à l'acte suicidaire et qui, normalement, porte sur les établissements de santé mentale. Voilà. C'est pas assez. Ça devrait être beaucoup plus que ça. Ça devrait être... Mais ça va venir, je pense. Mais c'est vrai que c'est noyé dans plein d'autres critères de certification. Mais ça devrait aussi toucher, évidemment, les établissements non psychiatriques. Oups là. Alors voilà la construction de ces recommandations. Vous voyez qu'on a commencé il y a 3 ans. On a perdu pas mal de temps. On a été occupé à autre chose. On a fait une revue de littérature systématique qui a conduit à l'élaboration de recommandations en début d'année. Et puis ce qui est en cours, comme je vous l'ai dit, c'est la relecture par le groupe de lecture. Donc c'est une démarche, vous voyez, très proche de ce que fait la HAS sur le développement de bonnes pratiques cliniques. Et puis on espère donc avoir une version qui sera validée et diffusée à partir de l'année 2026. Alors voilà le groupe de travail. C'est un groupe à l'image du GEPS, quand même très psychiatrique. C'est une société savante très très médicale et psychiatrique, même s'il y a aussi des infirmiers, des psychologues, des chercheurs, etc. Mais les 2 tiers aux 3 quarts sont des psychiatres. Je pense que ça se reflète un peu quand même dans ces recommandations. On a fait donc une revue de littérature. C'est 2 internes de Paris, Anne Chassan et Juliana Tetti-Meyer, qui s'y sont collés, qui ont fait un très joli travail, qui nous a permis, je vais passer un peu rapidement, mais de classer un peu les différentes actions, vous voyez, en différents niveaux. Le niveau 1, qui est le niveau avec le plus forte preuve scientifique, vous voyez, il n'y a aucune action qui en fait partie. Le niveau 2, c'est une action reconnue comme efficace avec un niveau de preuve moyen.
Là, on peut mettre les dispositifs de recontact des patients à la sortie, notamment vigilance, que ce soit par courrier ou par téléphone. Le niveau 3, c'est là où on a le plus d'actions, c'est des actions efficaces, mais à niveau de preuve qui reste quand même limité. C'est la sécurisation physique des lieux d'hospitalisation. Alors c'est discutable, hein, on aurait pu le mettre aussi dans le niveau 2, je vais vous montrer quelques exemples. Le personnel en nombre suffisant. Le fait de mener des actions multimodales, donc pas basées sur une seule action, mais plusieurs actions combinées. Des visites à court terme à la sortie et la question de la continuité des soins, et puis certaines actions psychothérapeutiques ou psychosociales qu'on commence en intra. D'accord ? Puis il y a des niveaux qu'on pense être efficaces mais qui n'ont pas été montrés par la science. C'est le plan de protection à la sortie de l'hôpital et la formation du personnel. Il n'y a pas d'étude qui a montré ça, mais on pense que c'est nécessaire. Et puis il y a des études qui ont au contraire montré que certaines actions ne sont pas efficaces. Par exemple, les secteurs fermés. Je vais y revenir. L'observation constante des patients. Vous avez identifié un patient au risque, et puis vous savez, certains services, on mettait un infirmier à le surveiller en permanence. Ben, ça ne marche pas. Et puis c'est problématique pour le patient et l'infirmier. Et puis les contrats, alors là c'est vraiment historique, mais les contrats pas de suicide, c'est un truc qu'on faisait à une époque, ça ne marche pas. Hein. C'est pas la peine de pratiquer un contrat avec votre patient. C'est pas la question, et c'est problématique à plein de niveaux. Premier point avant de vous montrer les recommandations, hein, je traîne un peu, mais on va y arriver, je vais vous les montrer, les 10 recommandations, ne vous inquiétez pas. C'était un truc incroyable, c'est une étude que je vais citer plusieurs fois, étude anglaise publiée dans une grande revue, le Lancet, il y a quelques années. Ils ont regardé les dispositifs de santé mentale, enfin il y a des sortes de réseaux, de secteurs de santé mentale en Angleterre et au Pays de Galles, et ils ont regardé sur tous les secteurs un certain nombre de choses et voir si ça réduisait le risque de suicide. Donc je vous montre le premier résultat. Le premier résultat nous dit les secteurs qui ont appliqué le plus de recommandations sont ceux où il y a moins de suicides. Donc vous voyez, les recommandations, c'est utile. C'est pas juste pour occuper une société savante. C'est si vous les appliquez, eh bien, il va y avoir moins de suicides. Ça a été montré. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que l'effet était le plus marqué dans les régions les plus défavorisées, où il y avait moins de moyens. Moins il y a de moyens, plus vous avez intérêt à suivre les recommandations, parce que, vous voyez, il n'y a pas de moyen de rattrapage. Et ça va avoir un impact majeur. Donc c'est vraiment très intéressant de les utiliser le plus possible. Voilà, première recommandation. Il est important pour chaque établissement de créer un plan d'action multimodal de prévention du suicide et des gestes auto-infligés en établissement. Il faut faire un plan. Parce que ça développe une culture d'établissement. Il faut travailler ensemble, il faut y croire. Ça ne va pas marcher à tous les coups, mais on peut sauver plein de vies, mais il faut y croire ensemble. Ça veut dire aussi faire tomber plein d'idées reçues. Hein. Il va falloir travailler. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais de toute façon, à quoi ça sert ?» puisque les gens, s'ils veulent se suicider, ils finiront toujours par se suicider. Classique. Hein. D'accord ? Donc il faut y aller, il faut avoir des arguments pour défendre ce plan. Il faut mobiliser une communauté derrière ce sujet. Il faut identifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et ce qu'on propose, c'est d'associer systématiquement un plan de postvention. Ça ne paraît pas intuitif, se dire on va faire de la prévention, mais on va quand même parler de s'il y a un suicide. Ben si, parce que ça va quand même arriver. Et il va falloir être prêt. Faites un plan de postvention. Un exemple à Singapour, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Croyez-moi, à Singapour, ils ont fait dans un établissement un plan multimodal de prévention de suicide. Ils ont mesuré avant-après, ben, il y avait moins de suicides après. D'accord ? Ça marche. Deuxième recommandation, qui est en fait la première recommandation, la plus forte, il faut sécuriser les lieux de soins. Oui, je sais, ça paraît brutal, ça paraît. On voudrait des trucs plus intelligents, plus réfléchis, vous voyez. Ben ouais, mais c'est ça qui marche. Je suis désolé de le dire, mais ça marche. Ça marche pas à tous les coups, mais ça sauve des vies. Il faut réaliser un audit et une sécurisation physique du mobilier et de l'immobilier. C'est une recommandation centrale. L'audit doit être le plus complet, il doit être multidisciplinaire, il faut passer dans toutes les chambres, dans tous les lieux de soins. Il y a les salles à manger, il faut regarder, les toilettes, les salles de bain. Ce qui est pas mal, c'est dans l'établissement de reprendre tous les cas de suicide qui a eu lieu et regarder comment les gens se sont suicidés. Ils se sont pendus, très bien. Ils se sont pendus où, à quoi, avec quoi. On rentre dans les détails. Et donc, comme je vous l'ai dit, la DGOS va sortir au premier trimestre 2026 un petit outil que vous pourrez récupérer et qui va vous aider à faire
cet audit. C'est un long travail, ceci dit, c'est un long travail passionnant pour avoir testé l'outil, c'est assez intéressant à faire. La sécurisation, elle doit être extensive. Si vous en faites la moitié, ça ne marchera pas. Si vous y allez, allez-y franchement. Si vous faites un petit coup de peinture, ça ne va pas aider. Et puis, une fois que vous avez entrepris des travaux de sécurisation, l'idée, c'est tous les ans, on vérifie que ça n'a pas été changé, qu'il n'y a pas des gens qui ont modifié des choses ou des choses qui ne tiennent plus. Il faut le voir comme un investissement avec des bénéfices prolongés. Ça coûte cher. Les directions vont dire « Oh, ça nous coûte trop cher ». Oui, mais ça nous coûte trop cher, mais c'est un investissement qui dure. Les formations, ça coûte cher, mais tous les ans, il faut les renouveler parce que le personnel tourne, etc. Donc ça finit par coûter beaucoup plus cher, avec un effet qui n'est pas forcément aussi fort. Sécurisation, c'est un gros investissement au départ, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a des économies d'échelle aussi, si vous faites à l'échelle d'un établissement et non pas seulement d'un service. Attention, ça ne doit pas être synonyme de bunkerisation. L'idée, c'est de proposer aux patients un environnement sûr. C'est pour ça qu'on les hospitalise. On leur dit, vous serez dans un environnement sûr, vous serez protégés. Mais la réalité est tout autre, d'accord ? Alors quand on fait la sécurisation, on ne fait pas un endroit qui est invivable. Au contraire, on doit faire un endroit qui est sécure et vivable. Montrez les photos. Souvent efficace aussi sur le risque d'accident et d'agression. Alors, la grande étude, c'est les vétérans américains. Vous savez, les vétérans de l'armée américaine, ils ont un système de santé à eux, avec beaucoup de lits d'hospitalisation. Il y a quelques années, ils se sont dit, on a un problème de suicide en établissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Premièrement, un audit. On regarde tous les cas de suicide qui ont eu lieu et on regarde comment les gens ont procédé. D'ailleurs, alors quels sont les moyens suicidaires, par exemple, en cas de pendaison où on s'est accroché, avec quoi ? Et si c'était des coupures, avec quoi ça a été fait ? Très bien. Première étape. Deuxième étape, on sécurise. Alors là, vous ne le voyez pas, c'est sur le tableau en bas. Ils ont compté les nombres de cas avant sécurisation, après sécurisation. Après sécurisation, 0. Alors vous allez me dire, peut-être qu'ils ont fait autre chose. Oui, il est probable que pendant qu'ils faisaient un grand plan de sécurisation des lieux d'établissement, il y a d'autres choses qui sont passées, c'était multimodal. Mais l'effet principal de la sécurisation des établissements, ça a permis de sauver des vies en établissement. Ça marche. D'accord ? Je reviens sur cette étude du Lancet britannique, elle nous dit la même chose. Quand on travaille sur les points de ligature, comme ils disent, eh bien, le taux de suicide en inpatient, donc en hospitalisation, baisse. Là, on est en Angleterre. Ça marche. D'accord ? Et il y a d'autres études. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il faut être créatif, il faut aller regarder ce qui existe. Vous avez un travail à faire sur les pommeaux de douche, sur les miroirs incassables. Là, vous avez un exemple de rideau qui se détache, ça se déclipse. Ça ne s'arrache pas, ça se déclipse. Donc, si vous accrochez à la barre du rideau, ça tombe. Voilà, donc on ne peut pas se pendre. Il y a des poignées où on ne peut pas s'accrocher. Les poignées et les portes sont un moyen classique de se pendre. Il y a des patères en caoutchouc. On peut accrocher un vêtement, mais on ne peut pas accrocher plus. Ça tombe. Voilà, il faut penser aux penderies. Est-ce qu'on a besoin de penderies bien nommées ? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer par des étagères ? Ça fait aussi le job, il n'y a aucun problème. Puis là, on ne peut pas s'accrocher. Voilà. Et puis, on peut rêver qu'un jour, peut-être, on aura des chambres qui seront à la fois belles et sécurisées. Vous voyez, c'est proposé. J'ai pas demandé à ChatGPT de vous faire la photo. C'est des trucs qui sont proposés dans les catalogues. Vous voyez, tout est pensé. Là, on ne peut pas s'accrocher au lit, mais on peut faire des rangements. Voilà, c'est des meubles qui sont légers. On ne peut pas l'utiliser ni pour bloquer une porte, ni pour jeter sur les soignants. Vous voyez, prévention des agressions. Voilà une autre chambre. Alors ça, c'est une chambre réelle. Et vous voyez sur le côté, sur la table, et vous avez le nom de mon docteur. Le patient peut rajouter des informations sur des choses comme ça, personnaliser les soins en quelque sorte, avec une sorte de tableau sur la porte. Voilà. Ça, c'est une porte de toilette. On se suicide beaucoup dans les toilettes, on s'enferme, et puis on est à l'abri des regards. Bon, on peut protéger l'intimité, faire un truc qui soit joli, c'est accroché par des aimants. Donc évidemment, on ne peut pas s'accrocher à la porte, ça s'enlève. Voilà. Et puis, ça peut être associé à des jolies images, parce que finalement, c'est ce qu'on veut. On veut soigner nos patients, donc on veut leur donner un environnement qui soit non seulement sécure, où ils sont protégés, mais qui soit paisible, calme. Nos chambres sont loin de ressembler à ça. Je vous dis tout ça, moi, dans mon établissement à Paul-Brousse, c'est pas fait. Donc on y travaille, on a un grand plan à la PHP, etc. Mais ça met tellement de temps, c'est tellement long. Et on a eu un suicide, malheureusement, cette année, dans les toilettes, d'une personne qui avait été vue la veille par l'infirmier qui a fait son boulot et qui avait considéré, comme tout le monde, qu'elle allait mieux. Et il l'a trouvé le matin pendu.
d'accord, petite jeune. Voilà quoi, d'accord. Et ça a été fait, voilà, très clairement, c'est parce que ça a été permis, en tout cas, c'est pas évidemment ça qui est en cause dans les idées suicidaires, mais ce geste a été permis parce que la salle de bain est pleine de moyens de se suicider. La sécurisation de l'environnement physique, c'est un moyen bien connu. Hein. Les hotspots, je fais une petite parenthèse, vous en avez un ici, à Dinan. Il y avait même une émission sur France Inter en 2013, Les suicidés de Dinan. Bing. Le Petit Bleu des Côtes d'Armor nous rapporte qu'il y a une famille qui a perdu leur fils Gabriel de suicide de ce pont et qui s'est battue pour faire mettre ce que vous connaissez aujourd'hui, si vous y êtes allé, sur ce viaduc, il y a des barrières anti-suicide, qui sont celles-là. Alors, si j'ai bien compris, il y a eu quand même quelques cas de suicide juste après l'installation parce qu'elles n'étaient pas finalisées. Donc les gens sont passés sur le côté. Voilà, classique, hein, il faut aller au bout de la sécurisation. Et puis, il y a eu, mais peut-être mes informations ne sont pas très bonnes, les gens qui habitent ici peut-être me diront, mais il y a eu quand même 1 ou 2 cas de suicide supplémentaires. Donc, il y en a eu moins, ça marche, mais pas complètement. Une des raisons, peut-être, c'est que, vous voyez, moi, je ne suis pas très grand, et ben la barrière non plus. En fait, elle fait 2 mètres 10. Et dans l'article que je cite en bas, basé sur des données suisses, si on n'est pas à 2 mètres 30 ou 2 mètres 40 de barrière, ça ne va pas bien marcher. Je vous montre un autre exemple à Jena où j'ai travaillé en Allemagne. Vous avez une tour iconique, vous voyez sur la photo de gauche. Et mon ami Gerd Wagner a fait installer des barrières en haut de cette tour. Et il voulait me montrer que ça marchait bien. Oui, il est très content de me montrer que ça marche bien. Mais alors là, on est à 2,60 m et c'est incurvé. Donc vous faites de la sécurisation, il faut le faire totalement, à fond. Attention à la proximité des hôpitaux psychiatriques avec des voies de chemin de fer. Hein, c'est aussi démontré, donc c'est vrai que la sécurisation, quand on a une voie de chemin de fer à côté, normalement elle doit un petit peu s'étendre, mais il faut travailler avec la SNCF. Les suicides sur les voies de chemin de fer, comme nous dit cette étude autrichienne, c'est pas partout. En fait, c'est très rassemblé près des gares. Les gens savent où les trains passent sans s'arrêter. Vous voyez, les quais où il va y avoir des trains qui passent très vite. C'est souvent là, et puis à certains endroits. C'est pas réparti au hasard sur l'ensemble du réseau. Donc on peut quand même faire de la prévention, même du suicide sur les chemins de fer. Voilà, la sécurisation, c'est aussi une recommandation qui est les portes fermées, ça semble pas marcher pour prévenir le suicide. Grande étude allemande, on a regardé les établissements qui avaient, pour une raison ou une autre, avaient décidé de faire tout ouvert ou tout fermé. Eh bien, on meurt pas moins dans les unités fermées. Par contre, on fait plus de tentatives de suicide et plus de fugues. Ah, pourtant, en général, les postes fermés, c'est pour éviter les fugues. Mais en fait, ça modifie probablement, c'est ce qui est discuté, la relation aux patients. Et il y a des centres hospitaliers qui ont décidé de ne plus avoir de portes fermées, de ne plus faire d'isolement, etc. Donc, pensons à ça aussi collectivement en psychiatrie. La sécurisation, c'est aussi l'inventaire des affaires. Il n'y a pas de preuves scientifiques, mais il y a plein de cas de suicide où les gens se sont suicidés avec un moyen qu'ils avaient amené. Bon, c'est pas facile de faire de l'inventaire, on a l'impression de faire la police, etc. C'est un acte thérapeutique de prévention. Alors, ce qu'on avait fait à Bicêtre, quand je travaillais à Bicêtre, c'était des petites formations avec jeux de rôle avec les infirmiers. Comment faire un inventaire avec un patient qui refuse, etc. Comment lui expliquer gentiment et de manière empathique. Voilà. Ça avait été très utile pour monter ce genre de formation. Et attention aussi aux chariots infirmiers, aux chariots du ménage qui se baladent dans les couloirs tout le temps, qui peuvent donner lieu. Alors, rapidement, troisième recommandation, il faut former quand même le personnel à la crise suicidaire, notamment dans les services pas psychiatriques. On n'est pas à l'aise avec les personnes suicidaires, en pédiatrie, aux urgences, en gériatrie, qui reçoivent beaucoup de patients au risque. Il y a des effets positifs sur les attitudes. Ça a été montré. Quand on fait la formation, les gens changent de regard sur les personnes suicidaires et suicidantes. Ça vaut le coup. Un nombre suffisant de soignants, bon, ça, c'est ce qu'on voudrait tous, mais clairement, il y a une étude qui a montré que quand on augmentait le nombre de personnel à certains moments, dans une unité d'ado où on se scarifiait beaucoup, ça avait réduit le nombre de gestes. Et puis, une disponibilité bienveillante. Le 4, c'est l'évaluation régulière. Je vais passer rapidement, alors que ça paraît être central. Vous lirez les recommandations parce qu'il y a toute cette question comment on doit évaluer le risque suicidaire qui est très très importante et qui finalement n'est pas assez débattue, moi je pense. Il y a des vidéos de la PHP, je vous donnerai le lien tout à l'heure. Vous verrez dans les recos comment poser la question des idées suicidaires simplement. Est-ce qu'il faut utiliser des questionnaires ? C'est pas certain.
Les services qualité adorent les questionnaires, donc voudraient nous en coller beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de preuves que ça améliore la prédiction. En fait, il y a des preuves que ça n'améliore pas la prédiction. Et puis, vous avez sûrement entendu parler de la RUD ou de l'UDR. Ça dépend quand est-ce que vous avez été formé. Attention, ça n'est pas une échelle et elle n'est pas validée. Pour moi, c'est une checklist que vous devez avoir en tête ou que si vous commencez sur votre bureau pour vous dire est-ce qu'à la fin d'une évaluation, j'ai bien pensé à tout. Mais ça n'est pas une échelle validée. Hein, attention, il faut y penser parce qu'on m'a interpellé là-dessus, un Brestois, je crois, un jour m'avait interpellé là-dessus, qui vient du monde du droit, en disant mais si c'est pas validé, quelles sont les conséquences médico-légales s'il y a un suicide derrière? On ne pourrait pas dire j'ai utilisé la RUD, c'est pas validé. Donc il faut l'utiliser pour ce que c'est. Et on conseille de faire un plan de surveillance quand même des patients, même s'il n'y a pas de preuve scientifique que c'est efficace. Bon, il n'y a pas d'études en réalité. Et on ne sait pas bien non plus comment il faut faire ça. Donc il faut s'entendre au niveau d'un service ou d'un établissement. Qu'est-ce que c'est un plan de surveillance? Pensez que les suicides, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup les premières semaines, donc il va falloir quand même que le niveau de surveillance soit particulièrement important au début. Il y a une dimension médico-légale qui fait qu'on ne peut pas s'en passer, même si, encore une fois, on n'a pas de preuves scientifiques que ça serve à quelque chose, et il n'y a pas de modèle qui a fait ces preuves. Attention à un truc qu'on fait beaucoup dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, c'est qu'on isole les patients à leur arrivée. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos établissements, certains lèvent les sourcils, donc j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, mais dans beaucoup d'endroits c'est le cas. On isole pendant 48 heures, voilà, c'est une procédure. C'est quand même curieux, l'isolement thérapeutique. Ça peut se justifier de mettre à distance une famille toxique, etc. Mais dans beaucoup de cas, ça n'est pas justifié. Les gens sont déjà dans un milieu qui est extrêmement hostile pour eux, qui est nouveau, qui est effrayant, et on les isole de leur entourage. Oui. Dans cette première semaine où justement il y a beaucoup de suicides. Bonjour l'accueil. Recommandation 5, faciliter la transmission des informations. On l'a dit, c'est quelque chose qui est souligné régulièrement. La communication qui vient de l'extérieur. Il y a eu des cas de suicide où on ne savait pas que la personne avait fait un geste suicidaire très sévère ou était hospitalisée sous contrainte juste avant. Était reçue en clinique avec un minimum d'informations. Les informations à l'intérieur des équipes, évidemment, c'est propre de l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui sont en soins du patient et c'est important de transmettre ces informations. Et le travail avec l'entourage qui est essentiel. Il faut identifier les personnes sur lesquelles on va pouvoir se reposer. C'est essentiel pendant l'hospitalisation, dès l'entrée, pour amener des informations, durant le suivi, au moment des permissions et pour préparer la sortie. Recommandation 6, organiser la psychiatrie de liaison dans les hôpitaux généraux. D'accord ? Ceux qui travaillent en un hôpital universitaire le savent, on organise la psychiatrie liaison, c'est fascinant, c'est complexe, il faut gagner une confiance d'une équipe qui n'a pas l'habitude de ces patients, comment on sécurise dans un service de chirurgie, vous voyez, c'est particulier, voilà, c'est pas mal de retourner toujours dans le même service pour gagner cette confiance, se faire connaître, savoir quand c'est un appel urgent, quand c'est un appel qui peut attendre un petit peu, etc., mais ça doit s'organiser, donc il y a une réflexion à la PHP là-dessus. Traiter efficacement les troubles psychiatriques, on se permet un petit rappel, c'est quand même la grande manière de prévenir le suicide, c'est que le traitement soit efficace de la maladie mentale. On ne revient pas là-dessus, il y a des recommandations, je ne vais pas passer plus de temps. Recommandation 8, préparer les périodes de transition, les changements d'établissement, les sorties, les permissions. Préparez-les avec l'entourage. Il rentre à domicile, il faut sécuriser le lieu de vie. On a eu des cas de suicide, il sort de l'hôpital, il va mieux, 2 jours après, il s'est suicidé avec son arme à feu. On n'avait pas pensé qu'il avait une arme à feu à la maison. Et de toute façon, il allait mieux. Ah bah oui, mais il peut aller moins bien brutalement. Donc il faut sécuriser ça. À la maison, on enlève les armes à feu, on garde pendant une certaine période suffisante un nombre minimal de médicaments, juste ce qu'il faut pour la journée, comme ça il n'y a pas beaucoup de risques, etc., etc. Assurer une continuité des soins et un recontact, donc vigilance, pensez-y. Vigilance au départ a été montée à partir des urgences, c'était justifié, mais il faut absolument le déclencher à partir de l'hospitalisation. Alors des fois, vous savez, les gens en hospitalisation se disent que les urgences par où est passé le patient ont dû contacter vigilance. Voilà, ceux des urgences disent de toute façon il va être hospitalisé, donc c'est ceux d'hospitalisation qui feront appel à vigilance. Finalement, personne n'a contacté vigilance, vous voyez, c'est un classique. Donc pensez-y, en hospitalisation, il est rentré pour tentative de suicide ou il avait fait une tentative 2-3 jours avant. Bon,
on va préparer l'appel à Vigilance, on va contacter Vigilance et leur dire il devrait sortir dans 2 jours. Voilà, c'est prêt. On a bien organisé la continuité avec Vigilance. On a vu plusieurs cas, nous, à Vigilance 92-94, ça n'avait pas été fait. On découvrait tardivement que le patient était sorti. Et puis, programmer un rendez-vous dans les 2 à 7 jours. Vous-même, même s'il va revoir son médecin traitant, son psychiatre traitant, c'est démontré. Même chez des enfants et des adolescents où le nombre de suicides est rare quand même, hein. Il y a une étude américaine qui montre que ceux qui ont eu un rendez-vous dans les 7 jours s'étaient moins suicidés. Pour montrer un effet sur le suicide chez les adolescents, il faut se lever tôt, vous voyez. Eh bien, c'est une action qui avait montré son efficacité. Rendez-vous dans les 7 jours. Vous ne pouvez pas organiser un rendez-vous, un petit appel téléphonique, on le connaît, le patient. D'accord, ça va beaucoup plus vite. Et on le programme, on le dit, on va vous rappeler à telle heure, tel jour. D'accord, on reste en lien. On revient à cette philosophie du lien. On reste en lien. Vous voyez, vous sortez de l'hospitalisation, ça s'est bien passé, on est ravis, ça va mieux. Mais on veut quand même s'assurer que ça continue à aller mieux. Si ça ne va pas mieux, voilà nos numéros de téléphone, et de toute façon, moi je vous appelle. Tel jour. Ça ne coûte rien. Et ça a un effet. Pensez au plan de protection. Aujourd'hui, il y a un certain niveau de preuve, alors pas forcément en sortie d'hospitalisation, mais le plan de protection a été validé en français. Vous le trouvez en ligne, hein. La publication est en open access, donc vous pouvez accéder à ce plan de protection. Il faut apprendre à le faire, et c'est un travail tout à fait intéressant à faire en hospitalisation. Les médecins, les infirmiers, les psychologues peuvent faire ce travail avec le patient et leur entourage. Il y a des preuves scientifiques que la continuité des soins réduit le taux de suicide, hein. Il faut l'organiser, la continuité des soins, elle n'est pas si simple. On revient sur notre étude du Lancet britannique, ils l'ont montré chez eux aussi. Le suivi à 7 jours est associé à moins de suicides, c'est la ligne rouge, à moins de suicides dans les 3 mois. Le fait d'avoir donné un rendez-vous dans les 7 jours après l'hospitalisation a eu un impact sur le suicide dans les 3 mois. Vous savez, cette période à super haut risque post-hospitalisation. Ça marche, c'est possible. Ça coûte pas cher, hein. On finit sur les 2 dernières. Améliorer la déclaration des suicides et tentatives de suicide. C'est pas facile de déclarer qu'il s'est passé un événement comme cela dans le service, c'est vrai, mais ça doit rentrer dans notre culture médicale. Il faut déclarer. C'est important, et c'est important pour les statistiques, pour savoir ce qui se passe, mais aussi pour préparer la suite. C'est-à-dire, par exemple, faire une revue de morbidité, de mortalité après un acte suicidaire sévère, suicide ou tentative de suicide sévère. On apprend de nos erreurs et on va s'améliorer collectivement. On ne cherche pas, vous savez, dans les RMM, hein, on ne cherche pas les coupables, on cherche ce qui n'a pas bien marché, ce qu'on va pouvoir modifier pour éviter que ça se reproduise. Je vous rappelle que les RMM, c'est en cas de mort, en cas d'accident, mais aussi en cas de « ouh là là, ça aurait pu être très grave et ça a été évité de justesse ». N'hésitez pas à faire des RMM, hein. Dans certains pays, les RMM font partie de la formation initiale. Il faut avoir fait des RMM pour devenir médecin, par exemple, dans certaines disciplines. Voilà, faire des revues de mortalité, à nouveau, mon étude du Lancet britannique, eh bien, les endroits où on faisait beaucoup de RMM, eh bien, il y avait moins de suicides. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Anglais, ils l'ont montré. D'accord ? Voilà, en résumé. Et puis, j'arrive à la fin. Je vous donne juste 2-3 infos. Pour qu'on ait le temps d'échanger. Oui, absolument. J'ai une petite chaîne YouTube avec plein de vidéos, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder, incluant des cours, et les vidéos de la PHP dont je parlais, qui sont super. Ceux qui sont intéressés par la science, le Journal Club en suicidologie, virtuel, ouvert à tous. Vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous mettrai sur ma newsletter. 1 fois par mois, 1 heure, un chercheur vient présenter des travaux. C'est ouvert à tous, il ne faut pas juste travailler dans le service universitaire pour y avoir droit. Les associations sont bienvenues. Il y a un DU de suicidologie qui existe. Les inscriptions sont presque terminées pour 2026. N'hésitez pas si vous voulez approfondir ce sujet. On parle de psychiatrie, psychologie, mais aussi de sociologie, de santé publique, d'anthropologie, d'éthologie. Les animaux se suicident-ils ? Réponse au DU. De théologie, d'histoire. Et c'est ouvert pas seulement aux professionnels de santé, hein. Et puis, je vous conseille cette newsletter de infosuicide.org qui donne plein d'infos sur ce qui se passe en région et sur des publications. C'est super bien fait par le Centre de prévention de suicide de Paris. Un bouquin qui va sortir, Prévenir le suicide en France, en février. On va parler de l'histoire de la construction de la prévention du suicide. Aujourd'hui, Michel nous a parlé de la stratégie nationale de prévention du suicide. Ça devient une évidence. On a une stratégie nationale. Ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. Elle n'a pas toujours été là. Mais même l'idée de prévention du suicide collectif n'a pas toujours été une évidence. Et c'est de ça dont on parle. Michel y a contribué. Cyril y a contribué. Mélanie, je ne sais pas si elle est arrivée, y a contribué. Elle est là-bas.
Et puis, dernière info, promis, le 5 février, c'est la journée nationale de prévention du suicide depuis 1997, donc c'est la 30e journée nationale, qui aura lieu à Paris, au ministère de la Santé. Il faut s'inscrire, c'est gratuit. On vous a fait un joli programme pour l'anniversaire de cette journée importante. C'était une des premières journées nationales, hein, la journée nationale de prévention du suicide. Aujourd'hui, il y a plusieurs journées nationales par jour, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et celle-là en faisait partie. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on aille en pause, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Estelle, juste derrière là-bas. Ah bah. Ouais. Merci. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à un cas concret. Du coup, parce que j'entends ce que vous dites par rapport au fait que les hospitalisations ne sont pas forcément nécessaires, ni quoi que ce soit, et que ça n'aide pas toujours. Alors, pour ma part, je parle vraiment d'un cas concret, du coup. Le fait qu'il n'y ait pas aussi peu de suivi en fait, pour les personnes à domicile ou après les hospitalisations et tout ça, est-ce que le problème ne vient pas de là aussi? Parce que malheureusement, il manque de psychologues qui peuvent suivre les personnes qui sortent, ou il manque de médecins en fait à ce moment-là finalement. Donc, oui. C'est pas tout ça, non, je suis ça aussi, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas une critique des décisions médicales. Hein. Ceci dit, je pense que les médecins en France sont trop largement formés à l'hôpital. Alors du coup, ils ont une vision hospitalo-centrée de la psychiatrie. Alors que la psychiatrie est une toute petite partie de la santé mentale. Et qu'on devrait par exemple s'appuyer sur les associations. Moi, je suis devenu président de l'UNPS, l'Union nationale de prévention du suicide. Je voulais pas être président, mais enfin, je m'y suis retrouvé. Mais j'étais intéressé surtout de travailler avec eux, parce que je pense que les associations ont beaucoup à nous apporter. On doit travailler plus avec elles. Donc vous avez une personne qui est isolée, vous avez des associations peut-être dans votre coin qui travaillent sur l'isolement des personnes âgées, des jeunes, les problèmes d'identité sexuelle, les questions de ci et de là. Il y a plein d'associations qui font un super boulot. Il faut les rencontrer, travailler dessus, s'appuyer. Bon, voilà. Maintenant, nous, au niveau de l'organisation des soins, c'est sûr qu'on a raté plein de choses. Et moi, je pense que le problème, ça a été de ne pas aller au bout de la démarche du secteur. Laurent Chambaud, qui a été directeur de l'école de Rennes, qui est un médecin de santé publique et a parlé au congrès du GEPS en septembre dernier à Paris, parlait de ça. Il disait qu'il trouvait que le secteur était une très très belle idée. Est-ce qu'on a expérimenté, est-ce qu'on a testé le secteur? On est en train de le détricoter, mais est-ce qu'on a vérifié qu'il marchait ou pas, et qu'est-ce qui marchait? Voilà, ça c'est une approche. Alors maintenant, on nous colle de l'approche territoriale à tout venant. Voilà, il faut faire du territoire. Mais le secteur, c'était ça. C'était un territoire sur lequel on organisait les soins de santé mentale. On aurait dû aller beaucoup plus loin là-dedans. Les Italiens, ils ont fermé leur lit d'hospitalisation dans les années 70. Mais très brutalement. Hein. Quand on regarde les courbes de lits d'hospitalisation, ça a été très brutal. Est-ce que le suicide a explosé? Non, il a continué à baisser. Mais ils n'ont pas fermé les lits et puis c'est tout. Hein. Ils ont réorganisé tout l'ambulatoire, les équipes mobiles, etc. Alors ça ne marche pas tout le temps, il y a des critiques, mais ça marche beaucoup. Donc on peut faire beaucoup, ouais, on peut... Ouais. C'est une vraie déception qu'on ne soit pas allé plus loin. Mais enfin, après, moi je dis ça, je ne suis pas décisionnaire, et puis je comprends qu'il y a beaucoup de difficultés aussi financières, etc. Mais probablement ça coûte moins cher, en fait, l'ambulatoire en plus que l'hospitalisation. Moi j'ai essayé, on avait des lits, on n'arrivait pas à trouver des soignants la nuit, vous voyez. Fermons les lits d'hospitalisation, transformons-le en hôpital de jour. Énorme résistance. Hein. Fabrice, ouais. Il y avait une demande là sur... est-ce que tu peux creuser... Alors, déjà, je voulais dire que je demandais à Michel, et puis tu nous avais dit, OK, que les supports seront mis à disposition, en fait. Voilà, vous seront mis à disposition. Et il y avait une question aussi là-bas. J'ai une question là. Et juste avant, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'évaluation du risque suicidaire? Tu es passé vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu peux dire quelques mots dessus? Oui, alors d'abord, moi je pense qu'on ne fait pas l'évaluation du risque suicidaire, même si on le dit partout, on l'écrit partout et qu'on fait des formations à l'évaluation du risque suicidaire. En fait, on évalue la crise suicidaire, l'existence d'une crise suicidaire. Ça suppose d'avoir bien en tête les barrières. Michel en a un peu parlé.
Je pense que c'est très très important, ça manque d'ailleurs, je pense, dans les formations GEPS, peut-être ça a été rajouté depuis, mais il faut qu'on ait en tête les barrières à la fois dans la tête du patient et dans la tête du soignant à poser la question des idées suicidaires. Dans la tête des soignants, on les connaît, hein, c'est si je pose la question des idées suicidaires, ça va donner des idées suicidaires, on sait que c'est faux, hein, ça a été bien montré. Mais les barrières, ça peut être aussi, je suis mal à l'aise, si je pose la question que la réponse est oui, qu'est-ce que je fais, je suis isolé en cabinet, etc. Vous voyez, ça c'est une barrière tout à fait compréhensible et concrète qu'il faut faire tomber, sinon on n'ira pas chercher la crise suicidaire. Je vous rappelle hein, que c'est quoi les chiffres? Presque 10% des gens qui meurent de suicide en France avaient rencontré un médecin dans la journée, 30% dans la semaine, 60% dans le mois. C'est-à-dire, la plupart des gens qui devaient être déjà suicidaires avaient déjà ont croisé un médecin. Alors ils n'en ont peut-être pas parlé, ils n'ont peut-être pas été très clairs, ils n'ont peut-être pas été entendus, on n'en sait rien, mais enfin les chiffres sont là, vous voyez. Donc il faut poser la question, et c'est pas facile, il y a des barrières du côté des soignants, et des barrières du côté des patients. Il faut en être conscient. La honte, la culpabilité, comment je peux dire que je vais me suicider alors que j'ai des enfants, c'est-à-dire que je vais faire des orphelins? À qui je vais dire ça, vous voyez? La peur du blâme, la question religieuse, la peur des conséquences, par exemple être hospitalisé, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis retrouvé en hospitalisation sous contrainte. Il faut y penser aussi, l'hospitalisation, c'est l'impact sur les prochaines crises suicidaires. Est-ce que les gens vont venir nous voir s'ils n'ont pas été satisfaits de la prise en charge? Voilà, donc la question des barrières. Dans l'évaluation de risque suicidaire, il y a d'abord être bien conscient des barrières des deux côtés. Ça veut dire aussi prendre le temps. Dans un entretien, on ne se jette pas sur la question des idées suicidaires. Sauf si la personne nous en parle. Ok, il nous en parle, hop, on s'arrête, on en parle. On attend le bon moment. Il y a un truc qui était bien détaillé, qui apparaît dans la formation Terra, à l'époque, j'aime beaucoup, c'est ne restez pas à l'événement. Vous savez, les gens vous parlent, il m'arrive ça, il m'arrive ceci, j'ai problème au boulot, etc. Et on le voit bien dans les formations avec les jeunes internes, ça leur suffit comme information. Ah, je suis en plein divorce, ça me suffit. Or, on sait bien qu'un divorce, ça peut être un événement catastrophique, hein. Je perds tous mes projets de vie, de construction d'une famille, je me retrouve à la rue, ça me coûte très cher, etc. Je vais perdre la garde de mes enfants. Ça peut être une libération, un divorce, d'une relation totalement toxique, vous voyez, puis ça s'appelle toujours un divorce. Donc il faut aller chercher, et Terra le soulignait bien, le vécu émotionnel de la situation. Vécu émotionnel de la situation. On parle de l'événement, vécu émotionnel. Quand on a le vécu émotionnel, on pose la question des idées suicidaires. On la pose simplement. Parce que si vous y allez à plusieurs étapes, certains le font en disant posez la question, est-ce que vous avez des idées suicidaires? Oh là là, c'est trop brutal. On entend ça dans les formations. Non, c'est pas brutal. C'est brutal d'avoir des idées suicidaires. Ou c'est brutal de rentrer chez un médecin en espérant qu'il va vous poser la question et qu'il ne vous la pose pas. Ça, c'est violent. Vous repartez avec vos idées suicidaires. Vous êtes à nouveau tout seul. Bon, donc il faut la poser, la question. Mais certains disent, pour que ce soit moins brutal, on va tourner, on va faire en 2-3 étapes. Si vous faites 2-3 étapes, la seule chose que vous envoyez comme message, c'est « je ne suis pas à l'aise avec la question ». D'accord ? Me répondez pas oui, s'il vous plaît. J'exagère un peu, mais... Donc allez-y, on pose la question. Avez-vous eu des idées suicidaires ? Alors, maintenant, vous savez autre chose, c'est que la crise suicidaire, ça évolue par... c'est fluctuant, c'est temporaire. Donc vous pouvez tomber sur une journée où la personne n'a pas d'idées suicidaires, elle peut coller un peu à votre question. Donc ce que vous allez faire, c'est avez-vous eu des idées suicidaires au cours des 15 derniers jours ? Vous lancez un filet, comme un filet de pêche, en espérant que vous allez dedans récupérer des idées suicidaires. Et puis vous attendez. Et la première réponse, ça peut être quoi ? Un silence gêné. Et on va respecter. Le silence est une réponse, d'accord ? Le silence peut être très bruyant, vous le savez bien, en tant que clinicien. On attend la réponse, puis éventuellement on va aider la personne. Si la réponse est oui, à ce moment-là, il faut questionner sur les moyens. Et là, il faut y aller. Hein ? Et Terra disait, l'absence de curiosité est un vilain défaut. Ah, vous avez pensé aux idées suicidaires, par quels moyens ? J'ai pensé à une arme à feu. Mais est-ce que vous avez une arme à feu ? Oui, j'ai une arme à feu. Vous l'avez utilisée ? Est-ce que vous avez des cartouches ? Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que j'y suis passé rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on fait ça en formation, mais on a besoin d'apprendre, la clinique, de questionner les idées suicidaires. Et vous voyez, c'est pas une histoire de questionnaire. Hein. Questionnaire, ça va pas marcher, certains vont répondre oui, d'autres non. On a besoin d'être en lien, en relation, et vous devez être prêt à accueillir ce genre d'informations qui est compliqué à accueillir. Merci. Il y aurait sans doute... Excuse-moi, du coup, je vois bien que ça pourrait être un peu plus long. Mais en tout cas, voilà, il faut se mettre en condition. Et puis, c'est un entretien qu'on prépare. Enfin, ça s'apprend, ça s'apprend. Il y a une question là-bas, une remarque de Michel et une remarque de Cyril. Voilà.
Si Bonjour. tu peux être assez court sur la réponse, parce que après Je sais pas faire. Ouais, je sais bien. Mais c'est marrant. J'ai ouais, pas je- appris à faire quoi. Je vais essayer. Bonjour, je suis infirmière psy dans un service d'urgence et je trouve ça très intéressant quand vous dites que l'hospitalisation n'est pas forcément une réponse adaptée à la crise suicidaire. Bon, pour ça, il faudrait qu'on ait des moyens en ambulatoire et on n'en a pas beaucoup, nous, en tout cas sur notre région, hein, quand même. Ouais. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait des patients qui sont en demande d'une hospitalisation? Parce que nous, il y a plein de fois où on n'a pas de lit et on les garde aux urgences ou dans des zones de transit, on bricole. Et en fait, finalement, ils nous disent très clairement qu'ils se sentent en sécurité parce que nos collègues qui sont côté somatique vont nous dire « Bah ouais, mais ça craint, on va pas le garder là s'il y a un risque suicidaire et tout ça. » Et en fait, les patients disent « Non, non, là, il n'y a pas de risque de passage à l'acte, je me sens en sécurité à l'hôpital. » Oui, il faut entendre les demandes des patients. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de cette demande, savoir qu'est-ce qu'ils attendent de l'hospitalisation, pourquoi ils pensent que ça va les aider, pourquoi ça les a aidés précédemment. C'est important dans notre clinique, finalement. Est-ce que c'est d'être loin de la maison, c'est d'être entouré, c'est d'être moins isolé? Là, on a aussi des pistes, pas forcément d'intervention immédiate, mais dans la suite de la prise en charge, qui vont se dégager pour personnaliser la prise en charge de ce patient. Je pense que quand il y a une demande forte, il faut l'entendre. Hein. Alors, ça ne veut pas dire forcément une hospitalisation très longue, c'est ça la chose. Alors, je vous ai dit que l'hospitalisation ne prévenait pas le suicide. Il y a quand même une étude qui montre qu'après une tentative de suicide, par exemple, mais à condition que la tentative de suicide vienne d'avoir lieu, à ce moment-là, il y a une petite réduction du risque suicidaire. Donc l'hospitalisation peut aider si on est juste après un acte suicidaire, mais ça peut être 2-3 jours. C'est là que des situations de lit de crise sur 48 heures ou 62 heures peuvent être totalement, qui répondent à la demande du patient. Aussi, à notre besoin d'avoir une évaluation, d'avoir le temps de collecter des informations pour organiser la suite. Ça, c'est des choses qui sont très très utiles. Voilà. Et dernier point, sur les urgences, il y a un vrai problème de sécurisation des lieux d'urgence. Hein. On laisse, quand on y pense, on laisse des patients dont on ne connaît pas le risque, finalement, dans des lieux qui ne sont pas du tout sécurisés. Il est arrivé régulièrement des accidents dans des services d'urgence. Donc il faut aussi sécuriser les urgences. C'était assez court. Non, c'est bien. Non, tu as bien insisté. Je vois bien interpréter. Tu as bien insisté sur le faire avec, et ça, je pense que c'est très important. Michel? Oui, juste, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Fabrice, et d'abord le remercier pour sa présentation. Autour du RUD, je ne voudrais pas qu'on commence cette journée, voire qu'on se quitte tout à l'heure, sur un malentendu concernant le RUD. Certes, cette triple évaluation, on va dire du potentiel, moi je dis souvent du potentiel suicidaire, mais triple évaluation du risque de la crise suicidaire, ça me va très bien. Ouais. C'est un guide d'entretien. Ouais. Il est vrai que le RUD n'est pas validé comme échelle d'évaluation, parce que ce n'est pas une échelle d'évaluation. Absolument. Et donc c'est normal que ça ne soit pas validé comme échelle d'évaluation. C'est pas comme le Glasgow. Beaucoup ont imaginé que le RUD, c'était l'équivalent du score de Glasgow pour la crise suicidaire, avec un score de 0 à 10, et puis avec un cut-off et un seuil au-delà duquel on hospitalisait, et en deçà duquel on laissait rentrer à domicile. Ce n'est pas ça, c'est un guide d'entretien, c'est-à-dire que ça reprend exactement ce que Fabrice vient de nous dire dans la réponse à l'avant-dernière question. Comment on pose la question des idées de suicide, comment on recherche le scénario, la dangerosité des moyens, l'arme à feu, les cartouches. Ça nous permet d'organiser nos entretiens. Et dans ton diaporama, tu nous as aussi montré que évaluer le risque suicidaire avait prouvé son efficacité sur la réduction des tentatives de suicide ou des décès par suicide à l'hôpital, en tout cas. La RUD, parce que vraiment, c'est un guide d'entretien. On en parle tellement, et c'est important d'insister, parce que certains ont eu cette formation. D'abord, on ne devrait pas l'appeler RUD, mais UDR, c'est-à-dire en mettant l'urgence, les facteurs d'urgence, c'est-à-dire les idées suicidaires, un moyen, un plan, etc., au premier plan. Le D, c'est, en plus, j'ai un moyen, il est à disposition et très létal. Et on met le R à la fin, parce que ce sont des facteurs de risque statistiques qui ont été établis sur de larges populations, mais qui ne sont pas très pertinents pour l'individu lui-même. Ok. Vous voyez ? Donc, l'UDR permet aussi d'organiser notre pensée. Et utilisez-le comme ça sera super. Merci beaucoup de nous redire ça. On voit bien l'importance de l'entretien pour évaluer le potentiel, le risque. Et donc, c'est bien un guide d'entretien. Je te laisse terminer, Cyril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice, pour ton exposé. J'ai été frappé par ton propos récurrent sur l'idée de sauver des vies. Et effectivement, lutter contre la mort, c'est le premier principe de l'éthique médicale. Donc c'est très important d'y revenir aussi dans la question qui n'est pas seulement celle
clinique, mais qui est également éthique, hein, l'éthique du soin. Et alors, pour prolonger un peu ton idée, je dirais que non seulement on sauve des vies, mais on sauve des œuvres, parfois. Qu'on songe à Bruno Bettelheim qui s'est suicidé, ou à Ernest Hemingway, s'ils avaient échappé à ce suicide, si on avait pu l'éviter, quelles œuvres auraient-ils pu écrire? Et bien entendu, vous me voyez venir, puisque après avoir chaleureusement remercié Fabrice, nous allons pouvoir aller jusqu'à la salle prendre une pause, un café, aller regarder les bouquins, et vous aurez de quoi nourrir votre attention. Merci. Qu'est-ce qu'il va dire ?